Merci d'être venus si nombreux pour assister à cette troisième édition de 2020 des matinales de la transition écologique au sein de l'École centrale. Alors, d'abord, pour rappeler un petit peu ce que sont les matinales, alors, il s'agit d'un cycle de conférences organisé par les élèves conjointement avec messieurs Benguigui et Rosière. Et il s'agit ici d'inviter des personnalités de spécialités et d'horizons différents pour venir présenter une opinion et des idées sur des questions de transition écologique. Le but est alors de vous présenter, élèves, membres de l'école, mais aussi des personnes extérieures, un point de vue assumé et d'en débattre pour réfléchir ensemble sur ces questions fondamentales. Nous avons pu dernièrement, les semaines précédentes, aborder différentes thématiques, comme le sujet de l'improbable avec M. Yannick Roudot, ou encore le sujet du droit de la nature avec Mme Valérie Cabanès. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver toutes ces conférences bientôt sur la chaîne YouTube de l'école, ainsi que toutes les autres conférences des matinales de la transition écologique réalisées dans les années précédentes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Simon Ducasse. Simon Ducasse, actuel entrepreneur et actuel délégué général d'Atlansen, vient présenter les sujets sous-jacents à l'élaboration d'un réseau, fait avec Atlansen, qui est aujourd'hui devenu le réseau des acteurs professionnels de la filière solaire du Grand Ouest depuis 2017. L'objectif est alors de développer la part de l'énergie solaire dans un mix énergétique durable, en favorisant les synergies et en contribuant à l'émergence de projets. Son intervention d'aujourd'hui, intitulée « L'énergie distribuée, clé de voûte de la transition énergétique », va aborder ces différents points. La conférence va s'organiser en 2 temps, avec d'abord une présentation de M. Simon Ducasse d'environ 1 heure, puis avec un temps d'échange et de questions. Tout au long de la conférence, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses du chat Zoom, bien en bas de la fenêtre Zoom, et elles seront traitées dans cette seconde partie de la conférence. Merci à tous pour votre écoute. Je vais maintenant passer la parole à M. Jean-Baptiste Avrier, le directeur de l'école. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très content de pouvoir dire un mot d'introduction pour cette nouvelle conférence des matinales de la transition écologique qui sont très importantes pour l'école centrale de Nantes. D'abord parce qu'elles réunissent un public très varié d'étudiants, d'alumni, de personnalités extérieures sur les questions de la transition écologique et du développement durable, qui est une question très importante pour nous, pour l'école, et dans laquelle l'école souhaite vraiment s'engager fortement. Sur nos enseignements, sur nos activités de recherche, sur la transition écologique du campus et sur tous les partenariats que nous pourrons construire sur ce sujet avec les acteurs du territoire ou les acteurs nationaux et internationaux. Donc du côté du territoire, effectivement, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Simon Ducasse, personnage bien connu, qui dirige un réseau qui s'appelle Atlansen, qui est positionné sur la filière solaire. Aussi bien photovoltaïque que thermique sur la région des Pays de la Loire. C'est le cluster qui est chargé de développer cette activité et puis également des activités sur la partie Smart Grid avec notamment le projet Smile. Et je pense que Simon Ducasse va nous en parler. Donc la question à la fois du développement des énergies renouvelables et de leur intégration dans le réseau électrique et dans le mix énergétique. Qui est donc probablement une partie de la solution et de la réponse à apporter aux problématiques actuelles de transition énergétique. Donc, merci beaucoup à Simon Ducasse et puis merci à tous les participants et bonne conférence à tous. Bonjour, bonjour à tous, merci pour ces mots d'introduction. Je tenais à remercier l'école centrale et l'ensemble des étudiants et du corps enseignant de la direction qui me permet d'avoir cette opportunité-là. Je vais lancer ma présentation. J'espère que vous la voyez bien. En guise de lancement, je dirais qu'on m'a posé la question il y a pas longtemps de si j'avais une baguette magique, je ferais quoi professionnellement. Et du coup, pendant ce temps de présentation, je vais vous dire un peu ce que j'aimerais faire si j'avais une baguette magique. D'abord, je vais d'abord me présenter un petit peu. Je m'appelle Simon Ducasse, j'ai 42 ans, et je suis marié, j'ai 3 enfants. J'ai un profil d'ingénieur en organisation des managements de systèmes d'information à l'IMT Atlantique. Vous voyez, avec un profil ingénieur spécialisé, bien que généraliste, dans les systèmes d'information, on arrive à atterrir dans la transition énergétique. Je voudrais rendre un hommage aussi particulier à l'école de guerre économique, qui est
institut de recherche et de formation basé à Paris, qui est basé sur l'intelligence économique et la vision stratégique, et qui a une vision de pensée très particulière qui base son modèle de pensée sur le lien qu'il y a entre trois échiquiers que sont l'échiquier économique, l'échiquier sociétal et l'échiquier politique, les élus. Et en fait, moi, j'ai basé toute mon activité professionnelle sur ce mode de pensée. Je vous invite à lire toutes les productions de Christian Arbelot, le directeur, parce que vraiment, c'est vraiment un enjeu de développement fort. Et quand je parle de réseau, je ne parle pas seulement de réseau physique de distribution, mais aussi de réseau d'acteurs, et on y reviendra. Alors, Aymeric a énoncé tout à l'heure que j'étais entrepreneur. Alors, je suis un entrepreneur associatif. Moi, je dirige une association, hein, donc ce n'est pas une entreprise. Moi, je n'ai jamais eu le courage de me lancer dans la création d'entreprise, mais plutôt dans l'accompagnement associatif. Et je pense que ça fait partie aussi des vecteurs de développement de la filière. Atlansen, en quelques mots, hein, Atlansen, c'est une association à but non lucratif, et je pense que c'est important de savoir, qui vise à développer la part de l'énergie solaire dans le mix énergétique régional, tout en renforçant la filière. L'objectif, c'est de faire du solaire, de faire du solaire au service de tous, parce que quand on crée de la valeur par la transition énergétique, par des projets de transition énergétique, pour qu'elle soit durable, il faut qu'elle soit partagée entre toutes les parties prenantes. Ça, c'est notre vision. C'est pas quand on déséquilibre le gain, on fait des coûts, et les coûts, dans le long terme, ça ne marche pas, et la transition énergétique, ça intervient sur le temps long. Il y a une spécificité dans ce réseau, c'est que c'est un réseau qui est régional. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de proximité, on a besoin d'accompagnement. La transition énergétique, c'est complexe, c'est pas compliqué, mais c'est complexe, et il faut accompagner les gens dans cette transition. Donc, ça, c'est sa première spécificité, parce qu'on va au contact des gens, on est régional. La deuxième spécificité, c'est qu'on est thématique, on ne travaille que sur le solaire, parce que chaque énergie a ses spécificités, et du coup, ça demande des expertises, ou au moins des savoirs et des savoir-faire. On intervient sur 4 domaines d'intervention que sont la promotion du solaire, on va faire de l'avant-vente de l'intérêt du solaire, les savoir-faire pour monter en compétence l'ensemble des acteurs, un centre de ressources, comme l'expliqué, on a de la complexité, il faut simplifier et vulgariser. Et enfin, le solaire de demain, où on va un peu se projeter pour dire comment on va faire pour inventer des nouveaux modèles, déployer des nouvelles technologies. Et je dirais que mon intervention d'aujourd'hui, elle se met dans ce cadre-là. Cette association, ce qui est important, c'est que c'est un pilotage, moi je l'appelle privé-public. Donc on est gouverné, le conseil d'administration qui est dirigé par Olivier Loiseau, qui est le directeur de la Sainte-Vendée Énergie, qui est donc ce sont nos membres qui pilotent avec un conseil d'administration, mais toutes nos missions sont rendues possibles par le soutien de la force publique, que sont les régions, la région Pays de la Loire depuis 2010. Donc elle a un engagement constant, et je remercie les élus et les services pour leur accompagnement depuis de si longues années. La région Bretagne, depuis 2019, on a étendu le réseau, et les deux directions régionales de l'ADEME qui nous accompagnent ici. Alors, j'espère que vous ne vouliez pas une présentation sur les atouts et les avantages du solaire, parce que je ne vais pas en parler beaucoup. Alors, ça sera peut-être un fil conducteur de ma présentation, mais aujourd'hui, pour moi, la transition énergétique, et je vais y revenir beaucoup, elle n'est pas technologique. Et surtout, elle n'est pas technologique au singulier. Donc, le solaire, c'est une réponse, l'éolien, c'en est une autre, la mobilité, c'en est une autre, les réductions de consommation, c'en est une autre. Donc, vraiment, c'est une transition systémique. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du solaire, des avantages, des coûts, des inconvénients. Je répondrai à toutes les questions, il n'y a aucun sujet tabou, hein, bien entendu. Mais le principe de ma présentation, il va au-delà du solaire, parce que la transition énergétique, comme je l'ai dit, elle est systémique. Pour moi, dans ma vision et dans tous les travaux que je mène ou que j'accompagne, tous les projets que je porte, auxquels je contribue depuis ces 10 dernières années, m'ont amené à identifier 3 enjeux clés pour la transition énergétique qu'il faut absolument réussir pour réussir cette transition. Le premier, c'est la réduction des consommations. Vraiment, on pourrait avoir le meilleur système de production énergétique qu'on veut. Si on ne réduit pas les consommations, on a loupé la moitié du chemin. Donc vraiment, c'est très important. Je représente un réseau de producteurs d'énergie sur toute la chaîne de valeur. Mais ce n'est pas parce qu'on est producteur qu'il faut se dire qu'il faut produire un maximum.
produire, c'est beaucoup plus simple que réduire les consommations. Et donc, cet enjeu, il est vraiment sur la réduction des consommations. Et pour moi, la réduction des consommations, elle va être possible si on rapproche le consommateur du producteur. C'est-à-dire que plus on éloigne le consommateur du producteur, c'est-à-dire avec de la production centralisée, avec des systèmes énormes, avec pas de pédagogie autour de l'énergie, donc on va avoir beaucoup de mal à faire réduire les consommations. Je prends un exemple, contre-exemple. Hein. Voilà, ça c'est l'image d'un projet solaire en Australie. Alors, on n'aura jamais ça en France. L'avantage de la France, c'est qu'on n'a pas de désert. Donc on ne va pas pouvoir faire ça. Et c'est un champ solaire énorme. Je n'ai pas la surface, mais voilà, on doit être en gigawatts de puissance. Et ça va alimenter Singapour par un grand câble sous-marin. Mais typiquement, on est sur un projet solaire. On pourrait se dire, voilà, c'est vachement bien. Alors, certes, c'est mieux que du charbon, hein, mais mine de rien, ben, les habitants de Singapour, ils allument leur lumière, ils l'éteignent, ben, ça s'allume, c'est du solaire, super, mais ils ne sont pas sensibilisés, ils ne sont pas impliqués dans la production, et du coup, ben, on loupe une étape. Le deuxième sujet, ça va être d'inclure tout le monde et tous les usages dans la transition énergétique. Si on fait une transition, on arrive à inclure que les gens qui sont plus aisés ou que les industriels ou que les collectivités, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'il faut que tout le monde soit sensibilisé. Hein. Ben, pourquoi? Pour réduire les consommations et tout le monde soit acteur à leur niveau. On ne va pas demander à tout le monde de travailler de la même façon. Il faut que tout le monde soit inclus dans ce sujet-là. Et aussi tous les usages. On ne va pas résoudre la transition énergétique avec que la production d'électricité, que la production de chaleur, que la mobilité, que le chauffage. Voilà. Il faut inclure toutes ces énergies-là, tous ces usages-là. Et on va pouvoir le faire justement avec des vecteurs énergétiques qui vont pouvoir faire du lien entre les usages. Et le troisième, c'est tirer pleinement parti des réseaux. Et là, on commence à arriver dans la présentation. Hein. Quand je parle de réseau, je ne parle pas uniquement de réseau physique hein, qu'on pourrait avoir, mais aussi de réseaux d'acteurs, de systèmes d'information. Vraiment, on parlait de Smile tout à l'heure, des smart grids. Là où Smile va plus loin que d'autres projets sur la transition, sur les smart grids, c'est justement qu'il y a ce point de vue à la fois physique du réseau, de la production, de la distribution, numérique avec les échanges qu'on va pouvoir numériser, mais aussi des usages et des gens qui sont dedans. Et comme ça, ces réseaux de parties prenantes de personnes vont permettre d'avancer. Pour bien comprendre l'enjeu des réseaux, je vais vous faire un peu de pédagogie. Alors, j'espère que tout le monde ne connaît pas ça par cœur, mais souvent c'est le cas, sur comment est organisé le système énergétique et en particulier électrique français. C'est important parce que vous allez voir, c'est un peu la base, hein, le réseau de distribution, le partage de l'électricité, c'est la base. Et pour comprendre où est-ce qu'on veut aller, il faut comprendre de là où on est aujourd'hui et comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, hein, on a quatre étapes principales dans l'électricité en France. La première étape, c'est la production d'énergie. Donc, on va produire des opérateurs privés, donc on est dans un système concurrentiel, vont produire de l'énergie avec différentes solutions techniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Une fois qu'on a cette production, alors souvent avec des très grandes puissances, on va transporter le réseau, on va transporter l'électricité. Donc, c'est les grandes autoroutes de l'énergie. Donc là, on bascule en secteur régulé. Donc, on est dans un système qui n'est plus concurrentiel. C'est une activité qui est portée par RTE, donc le réseau de transport d'électricité, qui est une filiale d'EDF et qui assure deux missions principales dans cette activité de transport. À la fois, elle est propriétaire du réseau. Donc là, j'insiste aussi sur les propriétés du réseau. Donc aujourd'hui, on est dans un secteur régulé. Donc, c'est un secteur protégé non concurrentiel, mais on a une propriété qui est un acteur privé. Hein. EDF est une société privée avec une filiale RTE qui est un acteur privé et qui assure ces missions-là. Ensuite, on va basculer dans le réseau secondaire, le réseau de distribution d'électricité, qui est aussi un secteur régulé. Et là, il y a une différence avec le réseau de transport, c'est que le
le propriétaire de ce réseau de distribution, ce n'est pas Enedis. Ce sont les collectivités, donc les citoyens, donc nous, vous et moi, qui sommes les propriétaires du réseau de distribution, donc au travers de nos collectivités, qui se sont regroupés ou non, ça c'est libre choix des collectivités, en syndicats d'énergie. Et donc les syndicats d'énergie possèdent la propriété et ils en concèdent la gestion à Enedis. Enedis, qui est une filiale d'EDF également, et qui va en assurer les missions de service public, l'investissement, la maintenance et les évolutions. Et l'intégration des énergies renouvelables, parce que contrairement au système centralisé du premier élément, les énergies renouvelables se distribuent dans le réseau de distribution. Donc, on a ce secteur-là, et c'est un secteur clé, c'est le point clé aussi de ma présentation. Vous allez voir, on va beaucoup parler de ce réseau de distribution qui est propriété des citoyens et exploité par un opérateur. Et quand on entend le réseau EDF, maintenant, ce n'est pas le réseau, ou le réseau Enedis, ça n'existe pas. Il faut bien se rappeler que ce réseau est à vous, est à nous, et qu'il est uniquement géré par Enedis. Et ensuite, quatrième étape, on va sur la fourniture d'électricité. Donc, on va délivrer l'électricité aux consommateurs, qu'ils soient publics, privés ou citoyens. Et là, en secteur concurrentiel, où on va avoir des opérateurs qu'on connaît, EDF, Engie, Total, Enercop, Énergie-D'ici, tout un ensemble d'acteurs qui va pouvoir fournir de l'électricité selon des tarifs. Alors, on a encore quelques tarifs réglementés pour protéger des secteurs comme les particuliers, mais on a de moins en moins de réglementation sur ce secteur-là. L'autre point qui est important et l'autre axe qui est important à comprendre quand on parle d'électricité, c'est comment est composée une facture d'électricité. Aujourd'hui, une facture d'électricité, alors là j'ai pris un exemple d'un contrat d'une petite structure, mais ce qui est bien important à comprendre, et vous allez voir dans ma présentation pourquoi, c'est qu'une facture d'électricité, ça coupe en 3 grandes parties. Donc la fourniture, le graphe en bleu, là, la partie bleue, c'est la fourniture, c'est l'électron. C'est vraiment comment je produis et comment je vends l'électricité. Donc ça représente entre 30 et 35% de la facture. Il y a 30%, c'est le coût du réseau, donc à la fois le réseau de transport et le réseau de distribution. Donc c'est logique, hein, c'est un bien commun, il faut le payer. Et ensuite, on a 35% de fiscalité sur l'énergie qui vont soit à l'État, soit aux collectivités locales. Quand on rentre un peu dans le détail de cette répartition et quelles sont les retombées, et pour aussi comprendre comment se crée la valeur, hein, j'en parlais tout à l'heure dans la répartition de la valeur, mais il faut comprendre comment se crée la valeur et se partage la valeur sur une facture d'électricité. Donc, en gros, grosso modo, les producteurs, c'est une trentaine de pourcents, 28 à 30% de la production. Pourquoi ? Parce qu'il faut donc ce sont des investissements lourds dans la production d'énergie. Quand ce n'est pas renouvelable, il peut y avoir même quand c'est renouvelable, il peut y avoir des carburants pour les centrales. Donc, voilà, il y a à la fois des coûts d'investissement et des coûts de maintenance, donc c'est normal de valoriser ça. On a les coûts des fournisseurs qui sont que de 7%. Le fait de vous vendre l'électricité ne représente que 7% du coût de la facture. Donc, c'est important de savoir ça. Et les fournisseurs ont une place importante dans le système énergétique électrique français. Ensuite, on a les 30% du réseau qui se partagent 25-30%. Entre 4% le transport, 16% la distribution. Et on a 5% de pertes aussi. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 5% de votre facture d'électricité qui part dans les airs. Hein. On entend, et quand on entend des bruits sur les réseaux ou quand on fait des échanges d'énergie, on n'a pas des systèmes fiables à 100%, donc on a un peu de perte. Et ensuite, tout le reste, ce sont de la fiscalité. On y reviendra, hein, parce qu'il y a tout un travail à faire sur cette fiscalité qui va, en gros, un tiers de la facture à l'État et pour une partie aux collectivités et une petite partie aux anciens régimes de retraite des industries de l'électricité et du gaz. Les collectivités locales, c'est aussi ont un intérêt à faire la transition énergétique parce qu'il y a des retombées fiscales sur la rémunération des collectivités locales. Et donc, quand on retombe, on prend un peu ce schéma-là,
si on remet un peu la valeur, on se rend bien compte que la valeur, elle est répartie. Alors, j'ai pas remis l'État parce que ça serait transparent sur la fiscalité, mais on voit bien qu'on a une partie de la valeur qui est créée en secteur concurrentiel, donc c'est plutôt ce qui est en bleu, donc les 35%, donc en production et en fourniture, et ensuite départ sur le transport et la distribution. Et on va voir que si on veut réussir la transition énergétique, il ne faut pas complètement casser ce modèle. Ce modèle, c'est un vecteur de résilience, c'est excessivement important. Quand on voit, excusez-moi, quand on a une tempête, le réseau de distribution, il est remonté, on a des gens engagés, on a de la solidarité sur les réseaux. Donc, on ne peut pas détruire ce modèle-là qui fut des années 45, hein, 50 de la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a un très bel outil qu'il faut partager. Par contre, il faut le faire évoluer, il faut le faire changer parce qu'aujourd'hui, il éloigne le producteur du consommateur, le consommateur du producteur. Vous voyez, hein, le consommateur, il est d'un côté, le producteur, il est de l'autre, et on a plein d'étapes différentes qui le séparent. Donc, on a vu un peu comment étaient passés les réseaux. Maintenant, on va un peu essayer d'aller se projeter un peu dans l'avenir pour voir qu'est-ce que c'est que ces réseaux distribués et comment on en parle. Je ne vous fais pas l'insulte de demander si vous connaissez ces deux personnes, hein, je pense que vous les connaissez très bien. Ces deux personnes, ils doivent tout, clairement, alors à eux aussi, mais à une troisième personne qui est bien moins connue. Alors, je serai dans un amphithéâtre, je vous demanderai de lever la main si vous le connaissez. J'ai fait apparaître son nom, mais ce monsieur, c'est Paul Baran. C'est un des pères d'Internet. Il y a beaucoup de monde qui a conceptualisé Internet. Hein. Ça ne s'est pas inventé tout seul. Mais c'est un monsieur qui a mis en place avec une équipe ce qu'on appelle les réseaux distribués. Les réseaux distribués, c'est quoi? C'est le fait de dire on peut pas avoir un système centralisé. Pourquoi? Parce que si on perd le centre on perd tout le réseau. Et Internet aujourd'hui, c'est un réseau qui est résilient. S'il y a un point qui tombe, on peut passer par d'autres chemins pour aller adresser tous les nœuds de notre réseau. Et du coup, c'est ce monsieur, dans les années 60, hein, qui a inventé ça. Donc, c'est un grand monsieur d'Internet. Et aujourd'hui, clairement, pour moi, on doit s'inspirer de ça pour transposer, en l'adaptant, ces principes des réseaux distribués au réseau énergétique. Donc, si on fait un peu une évolution de comment on va pouvoir arriver au réseau distribué, historiquement, voilà, dans la production d'énergie, on avait des réseaux centralisés avec peu de moyens de production. Quand on a le parc électronucléaire français, on a 50 ou 70, je n'ai pas les chiffres en tête, je ne suis pas un expert du nucléaire, mais on a une quantité très petite d'outils de production, on va dire une petite centaine sur le réseau. Alors, on n'a pas un point unique, hein, mais c'est le principe. Et on distribue en réseau tous les consommateurs. Et typiquement, les consommateurs, ils sont très éloignés du système de production. Alors, physiquement certes, mais aussi dans la construction et dans la pédagogie qu'il y a dans l'énergie. Aujourd'hui, clairement, moi, vous, à part les quelques qui sont intéressés, mais on ne sait pas d'où vient l'énergie. On ne sait pas où elle est produite. Et autant quelques-uns sont sensibilisés, mais autant beaucoup ne se posent même pas la question et pensent que voilà, c'est normal, ça vient d'un système. Donc ça, c'était hier. Aujourd'hui, on est arrivé à pousser le modèle de la production décentralisée. Donc c'est le graphe du milieu où on va démultiplier les moyens de production. Donc on va arriver à des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de sites de production énergétique. Et du coup, on va avoir un réseau beaucoup plus maillé, avec beaucoup plus d'échanges. Comment on est passé d'un système centralisé à un système décentralisé pour le développement des ENR? Il n'y a qu'un mécanisme qui marche aujourd'hui, et il a marché pour toutes les énergies, c'est le soutien public. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, il n'y a que le soutien public, et dans tous les pays du monde, c'est la même chose, pas sous les mêmes formes, mais c'est la même chose.
c'est un soutien public qui a investi le bien commun, qui est le budget public, pour dire, ben voilà, on va développer des énergies qui vont répondre aux enjeux de demain. Et grâce à ça, on va pouvoir installer et être plus compétitif sur les énergies. Si je prends l'exemple du solaire, par exemple, grâce à ces tarifs et ces modalités d'accompagnement, le prix des modules a baissé de 10%, a été divisé par 10, pardon, en 10 ans. Donc vraiment, c'est des courbes d'apprentissage très fortes. Et du coup, voilà, on baisse les coûts de production et on va arriver à un premier sujet qui va être ce qu'on appelle la parité réseau. La parité réseau, c'est quoi? C'est qu'à un moment, le coût de production, il est tellement bas qu'il va être compétitif avec la facture énergie, avec la facture d'énergie qu'on paierait. Alors, pourquoi il va être compétitif? Parce que, rappelez-vous, le schéma a des 3 couleurs, avec le bleu, la fourniture, le vert, le réseau, et le jaune, la fiscalité. Quand on est chez soi et qu'on produit de l'énergie, pour soi, ben on n'a pas de réseau, donc on ne va pas payer la partie verte, donc on ne va pas payer, il n'y a pas d'échange, donc on ne va pas payer la partie jaune, donc on va se concentrer sur la partie bleue. Donc même si je produis 2 fois plus cher qu'un système centralisé, ben, je fais 30% x 2, ça fait 60%, donc je suis quand même moins cher que ma production réseau. Le problème de ça, donc c'est un avantage, je peux produire, c'est intéressant. Et c'est intéressant à une maille individuelle. Et je vous ai parlé tout à l'heure, hein, pour moi, un des enjeux, c'est l'aspect inclusif de la transition énergétique. Donc, si on pousse le mécanisme, hein, ben, je vais être individuel, donc du coup, ben, je ne paie plus de fiscalité, donc je n'accompagne pas le développement de l'État. On pourra discuter de la fiscalité, on en reparlera. Je ne paye plus le réseau parce que du coup, je paye moins parce que je l'utilise moins. Du coup, il y a moins de solidarité parce qu'on va reporter sur les gens qui n'ont pas les moyens. Donc, l'autoconsommation individuelle sans injection, c'est une solution, mais ce n'est pas une solution qu'on peut massifier à tout le monde parce que si tout le monde fait ça, on se retrouve à faire chacun sa transition énergétique dans son coin. Et ça, vous avez bien compris que ça ne fonctionne pas. Et en plus, quand on va faire ça, on va adapter sa production à sa consommation. C'est-à-dire que soit on va mettre des solutions de stockage et donc des dispositifs complémentaires et on va consommer plus de matière, de ressources et on ne va pas réduire nos consommations, mon premier enjeu. Ou alors, on va gâcher du potentiel de production. C'est-à-dire que, par exemple, si ma production, c'est la moitié de mon toit, je vais mettre la moitié de mon toit et puis l'autre moitié, je ne l'installerai pas. Et c'est dommage parce que peut-être que mon voisin qui n'a pas de toit, il aimerait bien profiter de cette énergie. Malheureusement, on ne peut pas le tirer. Donc, du coup, l'autoconsommation individuelle, c'est une partie de la solution. On va pouvoir le faire, mais ça ne peut pas être la solution globale parce que, alors, ça permet de réduire la consommation parce qu'on est le producteur et le consommateur, c'est le même, donc ils se touchent. Et donc, du coup, ils sont très, très proches. Par contre, ce n'est pas inclusif. Et donc, du coup, ça ne permet pas de profiter pleinement du réseau, à la fois physique et du réseau d'acteurs. On se rappelle, moi, j'ai ma toiture qui est exposée, mon voisin, là, dans l'autre sens, il ne peut pas mettre de solaire. Pourquoi ne pas partager l'énergie? Et donc, on poursuit les modalités d'accompagnement, on poursuit le développement d'autoconsommation collective et du coup, les coûts baissent. Et là, on va arriver à une deuxième étape qui est la parité marché. La parité marché, c'est quoi? Et là, on est à des sujets où on y est presque. Ça dépend des endroits, ça dépend des technologies, ça dépend des sujets. On y est presque. La parité marché, c'est quoi? C'est où moi, je deviens producteur et je peux vendre l'énergie à mon voisin, à n'importe qui, à un prix compétitif. Du coup, on reprend les trois phases de ma facture d'énergie, la fourniture, le réseau et la fiscalité. Et moi, je peux, en tant que micro-producteur, avec mon panneau solaire, ma petite éolienne, vendre de l'énergie à mon voisin. Et ça, clairement, c'est le grand point d'inflexion de la transition énergétique. Parce que quand on va arriver à cette parité marché, on va pouvoir faire le réseau distribué de Paul Baran, et on va pouvoir se dire comment
tout point de mon réseau, c'est-à-dire que tout point de consommation, tout point de production va être consommateur et producteur. Et du coup, on va complètement bouleverser la transition énergétique parce qu'on va pouvoir inclure tous les usages, c'est-à-dire inclure à la fois la production d'énergie, mais la mobilité. Les points du réseau, ils peuvent être mobiles. C'est-à-dire qu'une voiture électrique, elle peut être mobile. Si je dis par exemple, tiens, je produis sur mon toit, ma voiture électrique, je la branche sur mon lieu de travail, et l'énergie que je produis chez moi, au lieu de la stocker dans une batterie chez moi, je la fais passer par le réseau de distribution et je l'injecte dans mon véhicule. Donc, je recharge mon véhicule à distance. Voilà. Et donc, on couple la mobilité. Pardon, on couple mobilité et production d'énergie. Donc, c'est vraiment le sujet. Et enfin, on profite pleinement du bien commun, et je reviendrai dessus, qui est le réseau de distribution. Il faut vraiment garder ça en tête. Le réseau de distribution, il est à nous. Il faut qu'on s'en serve. Et c'est un bien extrêmement puissant, extrêmement fort, et qui a une qualité de service extrêmement puissante. Donc, après cette présentation du principe des réseaux distribués, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter plein de choses. Et pour savoir comment on va apporter, moi je me base sur les ODD, les objectifs du développement durable de l'ONU. Ils valent ce qu'ils veulent, mais en tout cas, c'est une grille de lecture commune. Voilà, si on utilise tous ces sujets-là, on va pouvoir se dire, voilà, sur quel sujet je travaille, sur quel sujet j'avance. Et quand je parlais de transition énergétique, qui doit être systémique, aujourd'hui, il y a 17 objectifs de 4-5 et les réseaux distribués s'en adressent 12. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des 12, mais comment on peut travailler? Alors, forcément, on est en France, il y a plein de sujets qui sont assez éloignés de nos préoccupations. L'eau, par exemple, on a la chance d'avoir un réseau d'eau et d'assainissement extrêmement fort. Mais on essaie de se projeter, voir comment on peut faire partout. La pauvreté, pourquoi? Parce qu'avec les réseaux distribués, on va pouvoir faire de la solidarité énergétique. Je vais en reparler, on va pouvoir donner des électrons. La faim, on va pouvoir travailler aussi sur le monde agricole de demain, ou comment on va pouvoir peut-être pas faire baisser le coût des productions, mais diversifier les ressources des agriculteurs tout en respectant les terres agricoles et ainsi avoir une agriculture durable. La santé, on va pouvoir faire baisser le gaz à effet de serre, donc augmenter la qualité de l'air. L'eau, on va pouvoir décarboner les process de traitement de l'eau et ainsi de suite. L'énergie propre et un coût abordable, c'est le pilier, c'est le cœur d'objectif. Le travail décent et croissance économique, j'y reviendrai, mais un des fondements, et il ne faut pas confondre et se méprendre sur mes propos, quand je parle de réduction de consommation, je ne parle pas de réduction du développement économique, je pense qu'on peut faire de la réduction des consommations avec de la croissance économique, ou au moins de la meilleure répartition et de la croissance économique sur les territoires ancrés. L'industrie innovante et les infrastructures réseau, vous avez compris, c'était aussi un des cœurs du sujet, et l'industrie doit être un facteur clé à la fois sur la production, la localisation et la décarbonation de l'industrie. Les villes et les communautés durables, vous avez bien compris aussi qu'on est sur un sujet qui implique les communes et les collectivités. La consommation et la production responsable, l'économie circulaire, j'y reviendrai, mais clairement, il y a un double enjeu d'économie circulaire sur ces sujets-là, à la fois énergétique et de matière, mais j'y reviendrai. La lutte contre le changement climatique, on est sur des ENR. Il ne faut pas oublier, si on va impacter fortement, en particulier les produits fossiles, et c'est en couplant les usages qu'on va réussir à faire ça, et on va avancer sur la transition énergétique. Et enfin, sur la vie terrestre, l'objectif, c'est d'avoir des impacts. Donc, on a plein d'impacts, mais je vais reprendre un peu les 3 grands piliers de la transition énergétique pour aller un peu dans le détail. Pour moi, le gros sujet des réseaux distribués, ça va être une révolution, et le mot est fort, de la gouvernance énergétique. La gouvernance, c'est un peu le mot tarte à la crème. C'est quoi la gouvernance pour moi?
La gouvernance, c'est comment on va décider et piloter et conduire un sujet. Et le sujet de la transition énergétique. Aujourd'hui, on a une gouvernance énergétique qui est extrêmement centralisée. Pour ceux qui suivent l'actualité de la filière solaire, hein, en ce moment, l'État veut suspendre les tarifs d'achat qu'elle avait elle-même mis en place. Elle en a le pouvoir, elle en a l'autorité, on ne peut pas lui concéder ça. Mais on est sur quelque chose de très centralisé. Voilà, c'est moi, État, très centralisé, je gouverne et j'impose de manière unilatérale une distribution, une décision, même si je la fais valider par le Parlement. Voilà, mais ça reste extrêmement centralisé. Et les réseaux distribués, où on va pouvoir investir dans les outils de production, les piloter, ça va permettre à tout un chacun de choisir sa manière de penser son énergie. Ce qui est important, c'est qu'on va laisser le choix aux gens. Moi, vraiment, ce qui est important pour moi, ce n'est pas de dire telle solution est bonne, telle solution n'est pas bonne, mais c'est de pouvoir laisser le choix à chacun de faire la transition énergétique qu'il veut. Est-ce qu'il veut continuer à avoir l'énergie la moins chère chez son ancienne de la grande distribution parce qu'il n'en a pas le choix, parce qu'il a d'autres priorités? Ben voilà, c'est un choix, il faut qu'il soit assumé, mais il faut qu'il y ait d'autres possibilités. Si j'ai envie de dire, bah, tiens, j'investis dans des moyens de production pour aller sur la moitié de ma production en local, et après le reste, ben, je prends les fournisseurs en fonction des critères, j'ai ce choix-là. Et si je me dis que je veux être 100% local, à avoir ma production sur mon toit, au sein de ma commune, dans le parc éolien qui est partagé un peu plus loin et que je vois, et du coup, bah forcément, les éoliennes, elles sont un peu à moi, donc elles me gênent un peu moins parce que je sais pourquoi elles produisent. Bah, du coup, on peut aller jusqu'au bout. Et est-ce qu'il y a un bon choix entre les trois? Moi, je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est que chaque personne et chaque usage puisse choisir. Pardon, excusez-moi. Ce qui est important aussi à dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on est sur un réseau distribué qu'il doit être complètement géré. Je ne dis absolument pas qu'il faut sortir l'État, avoir un système complètement dérégulé. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le sens de mon propos. Le sens de mon propos, c'est de dire on peut avoir des échanges d'énergie sur un réseau qui reste régulé. On peut avoir des gendarmes qui gèrent les règles, qui veillent au bon fonctionnement. Mais par contre, les règles de fonctionnement, ben, elles sont un peu au choix des uns et des autres. Et tant qu'on reste dans ce cadre régulé, on avance. Et l'autre sujet sociétal important que ça va pouvoir impacter, c'est l'aspect de solidarité énergétique. On va pouvoir la renforcer et la décliner. Par exemple, on va pouvoir donner des électrons, les échanger. Pourquoi ça va être possible? Parce que par l'économie, on va pouvoir apporter de la solidarité par l'économie. Jérémy Rifkin en parle dans la troisième révolution industrielle. À un moment, on va atteindre de l'énergie gratuite. Alors, elle ne sera pas vraiment gratuite, il n'y a rien qui est gratuit, mais une fois qu'on aura amorti ces systèmes de production, une fois qu'un opérateur aura atteint ses objectifs de rentabilité, par exemple, des opérateurs publics peuvent avoir des volontés de rentabilité inférieures à des opérateurs privés, ou même des opérateurs privés engagés, responsables, peuvent avoir des attentes inférieures. On peut considérer qu'à un moment, on a de l'énergie gratuite. Cette énergie-là, on pourrait la mettre au pot de la solidarité et s'en servir de la manière qu'on veut pour accompagner, je ne sais pas moi, des ateliers d'insertion, pour leur donner de l'énergie, pour en faire des outils contre la précarité énergétique, même si donner de l'énergie comme ça, ce n'est pas forcément une solution. On a travaillé à ces sujets-là, mais voilà, apporter de la pédagogie, s'en servir comme outil pédagogique, ça peut être utile. Donc c'est important voilà, de se dire on va pouvoir remettre de la transition, de la solidarité, et qui sera basée sur la clé de voûte qui est ce bien commun, qui est le réseau de distribution. On aura aussi des enjeux économiques, ce qui est important, je l'évoquais tout à l'heure. L'objectif, ce n'est pas de dire on va dans de la décroissance, mais on va poursuivre la croissance qui sera mesurée, intelligente et durable. Et comment on va faire ça? On va pouvoir aussi ancrer la transition énergétique
l'économie sur le territoire. Pourquoi? Parce que plus on va faire des petites installations, et c'est le pendant des réseaux de distribution, hein, les petites installations vont appeler de la proximité dans la mise en place. Dans le solaire, hein, le sujet que je maîtrise le mieux, plus on fait des petites installations, mais plus l'entreprise qui va intervenir se rapproche. Et donc, à la fois, on va créer de l'activité économique sur l'investissement, et sur le sujet de l'investissement, il faudra bien réfléchir à comment on ancre la valeur de l'investissement. Et plus on fait des petites centrales, plus on va pouvoir investir simplement dans des outils de production. Les petites communes ne vont pas avoir des millions d'euros à investir dans des centrales, mais peut-être des dizaines de milliers, elles vont pouvoir les investir. Et en fait, j'appelle ça un retour vers le passé, on va revenir à des choses qui existent déjà. J'ai pris une carte, moi j'habite à Mouzillon, dans une commune du vignoble, et dans le vignoble, on avait quelque chose qui s'appelait les communs. Et les communs, c'était quoi? C'était des outils de production qui étaient mutualisés entre les habitants. Alors c'était des fours, c'était des abreuvoirs, des pressoirs, des lavoirs. Qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins des outils de production communs qu'on va pouvoir mutualiser, et qu'on pouvait mutualiser. Et moi, ce que j'aimerais qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est mutualiser ça, c'est de se dire, à la place d'avoir un four comme on l'avait, alors j'ai pas les dates, au 19e siècle, on va avoir des centrales solaires, des centrales énergie, des centrales éoliennes, des chaufferies bois, des unités de méthanisation pour le gaz, parce que je l'oriente beaucoup sur l'électricité, mais on pourrait complètement dupliquer à la chaleur et au gaz. Et enfin, le troisième sujet, il est aussi écologique. Je ne rentrerai pas sur un détail sur les gaz à effet de serre. Je ne suis pas un expert du kilogramme équivalent CO2 par kilowattheure par énergie, mais vous avez bien compris que pour moi, le sujet n'est pas là. Par contre, l'adversaire commun, c'est les énergies fossiles. Et dès qu'on va pouvoir coupler les usages et toucher la mobilité, on va pouvoir impacter fortement cette baisse-là, cette baisse de consommation-là, et du coup, on va pouvoir impacter très fortement les énergies fossiles. Donc voilà un petit peu tout ce que vont permettre les réseaux distribués. Et maintenant, on va aller voir un peu ce qui existe aujourd'hui et quels sont un peu les précurseurs. Et pour ça, autant on est passé dans le passé, on va partir un peu loin, on va aller aux États-Unis. Alors, j'ai pris l'exemple des États-Unis. Pourquoi? Parce que déjà, on n'y pense pas forcément. Pour les États-Unis, hein, quand on parle de transition énergétique et des États-Unis, ce n'est pas forcément les mots qu'on associe le plus, mais les États-Unis, alors pas tous les États-Unis, hein, c'est un État fédéral avec des législations très particulières, mais quelques pays, quelques États, ont mis en place ce qu'on appelle les Community Choice Agreements. C'est quoi? C'est clairement ce que j'évoque, hein, c'est on va coupler à la fois la production et la commercialisation de l'électricité au sein de communautés qui sont portées par des collectivités et qui vont pouvoir décider, piloter, gouverner leur transition énergétique. Et je vous donne un petit focus, hein, vous pourrez aller voir sur Internet cet exemple. C'est Marine Community Energy, donc c'est un des plus anciens, c'est une société d'économie publique, hein, qui regroupe 4 comtés en Californie. Ils font 400 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et donc, quand on reprend un peu le schéma qui est en haut à droite, hein, c'est un peu le schéma de tout à l'heure, ils sont dans la production, donc dans les secteurs régulés. Ils ne sont pas dans la distribution, qui aux États-Unis est portée par un opérateur privé, hein, PG&E. Et après, par contre, ils sont dans la distribution. Ils sont dans la commercialisation. Donc, ils font les deux. Et du coup, ils vont avoir des offres de services, qui sont propres et qui vont pouvoir laisser le choix au consommateur d'avoir une électricité 100% solaire, 100% californienne, ou 50% californienne et 50% d'autres États. Ils ont aussi des mécanismes de tarifs d'achat, donc ils vont pouvoir accompagner les producteurs
privés ou publics dans leur gouvernance. Donc, du coup, c'est les communes, alors ce sont des comtés, hein, c'est les dirigeants, le board de MCE, c'est composé des collectivités, qui va pouvoir décider de mécanismes de soutien aux ENR pour les choisir. Ils font pareil sur les véhicules électriques, vous voyez. Ils ont été au bout de la démarche, ils vont pouvoir avancer. En France, on a aussi des outils qui existent. Hein. Donc, on a les EPR, donc des entreprises publiques locales. Donc, ce sont des outils qui pourraient aller travailler sur les sujets. Donc, on est bien sur une notion d'entreprise, d'activité économique, avec un intérêt général et une vision à long terme, et un ancrage territorial. Donc, on a des SEM qui existent. J'évoquais tout à l'heure mon président Olivier Loiseau qui travaille chez Vendée Énergie, donc, qui est une SEM de production d'énergie en Vendée. Mais il y a aussi la SEM Sidela 44 en Loire-Atlantique, Alter Énergie dans le 49, on a Énergie dans le 35, on a 56 Énergie, on a la SEM Pays de la Loire qui est plus récente, mais qui va aussi se positionner sur ces sujets. Donc, on a des outils. Par contre, ils sont basés sur la production d'énergie. Donc, vous voyez, le premier sujet, et pas encore sur la commercialisation. Pourtant, on a ces systèmes-là, et en France, on avance petit à petit, et on a un mécanisme qui nous permet un peu de nous affranchir du poids des fournisseurs, qui est l'autoconsommation collective. Et l'autoconsommation collective, c'est quoi? Autant je parlais d'autoconsommation individuelle tout à l'heure, où on a donc un producteur qui consomme son énergie. L'autoconsommation collective, ça va être dans un bâtiment, quand elle est collective ou étendue au travers du réseau de distribution, on va dire, bah tiens, je produis de l'énergie, et ben, je vais pouvoir la vendre à mon voisin, la vendre dans un petit cercle. Alors aujourd'hui, on est dans un tout petit cercle, on est à 1 km, un cercle d'1 km de rayon, donc dans l'opération collective étendue. Donc on est sur un tout petit système, hein, un tout petit système, mais on avance petit à petit, et il y a une transposition en cours des directives européennes sur les communautés d'énergie renouvelable. Et les communautés d'énergie renouvelable, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un peu ce que j'appelle de mes voeux. Hein. C'est de se dire, voilà, on va avoir des communautés où on va pouvoir produire, on va distribuer au moyen du réseau de distribution et vendre de l'énergie. Donc, ça bouleverse quand même le mécanisme historique du fournisseur qui, aujourd'hui, en termes de réglementation, est unique. On peut pas avoir deux fournisseurs. On a un seul fournisseur. Donc, parce qu'il y a des contraintes aussi. Hein, le métier de fournisseur est important. Et donc, en termes d'autoconsommation collective aujourd'hui où on en est, c'est fin avril 2020, ça a dû augmenter un petit peu, mais on est à 30 opérations d'autoconsommation collective en France. Donc, on est un petit peu… on a 30 opérations, c'est quand même peu. On a 400 consommateurs, c'est quand même excessivement faible. C'est aujourd'hui porté par les collectivités. Alors, le schéma ne fait pas hommage au travail de Smile, parce que ce sont les démarches en cours, mais au travers d'appels à projets portés par la région Pays de la Loire et par la région Bretagne, on a beaucoup de projets qui sont en cours sur ces sujets. Donc, on a des moyens d'avancer sur l'autoconsommation collective, sur ces échanges d'énergie. Mais il faut qu'on avance pour atteindre ces réseaux distribués. Et il y a quelques chantiers qu'il faut qu'on compte. Le premier chantier, c'est l'innovation. Aujourd'hui, on a un système régulé, c'est très bien, ça nous protège, mais ça ne laisse pas beaucoup de place à l'innovation. Et aujourd'hui, la Creux a réussi à mobiliser un bac à sable réglementaire où on peut innover. Mais on peut innover que sur les systèmes, que sur le réseau. Donc à la fois le réseau de transport et le réseau de distribution. Je ne rentre pas dans le détail, hein, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail là-dessus. Mais on n'a pas le droit d'innover sur la commercialisation et sur la production. Et du coup, par exemple, l'autoconsommation collective que j'ai évoquée, on n'a pas le droit d'innover dessus. On doit se limiter au cadre. Donc, le cadre, il est contraignant. Et quand on veut essayer de le faire évoluer, on ne peut pas. Il faut légiférer, c'est le seul moyen. Donc, le premier moyen pour accélérer cette atteinte des réseaux distribués, c'est de pouvoir innover. Le deuxième, c'est de faire évoluer le financement du réseau. Aujourd'hui, le financement du réseau,
alors il est assez complexe, il y a plein de mécanismes différents, mais un des grands outils, c'est les heures pleines et les heures creuses pour pouvoir piloter la consommation. En fait, ça a été conçu à un moment où on avait une production constante, continue, et une consommation variable. Et l'objectif, c'était de se dire, je vais décaler ma consommation au moment où elle est plus faible, donc décaler mes pics aux endroits où elle est plus faible, en baissant la part réseau, donc la part verte de ma facture. La nuit, par exemple, on va piloter la nuit les chauffe-eau, les cumulus. Donc ça, c'était intéressant quand on avait, c'était pertinent, quand on avait une production stabilisée. Donc quand on a une production variable, donc les ENR ont une production intermittente, je le rappelle, aucun sujet tabou. Par contre, elle n'est pas imprédictible. Aujourd'hui, on peut prédire finement, et on pourra le faire de plus en plus finement, quand aura lieu la production d'énergie, et que ce soit sur toutes les énergies. Quand vous regardez le graphe que je vous ai mis, c'est sur la production donc, empilée sur les différents créneaux horaires sur une année. Et on voit bien qu'on a un pic de production des ENR. Donc on ne voit que les ENR sur ce graphe-là, c'est peut-être un peu petit, mais on a la production éolienne, solaire, hydrothermique et hydraulique, et bioénergie, pardon. Et on voit bien qu'on a un pic de production le midi. Et en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter ou inciter les consommateurs à consommer au moment où il y a plus de production? Les heures creuses, il faudrait les transformer en heures creuses ENR et non pas en heures creuses consommation. Et les dire, voilà, ayez ce réflexe, cette habitude de consommer en journée. Par exemple, les véhicules électriques. Par exemple, un lave-vaisselle. Contre-exemple, un lave-linge. Le lave-linge, on ne peut pas le faire tourner à 14 heures. Pourquoi? Parce que si on fait tourner le lave-linge à 14 heures et qu'on enlève son linge à 18 heures, on est bon pour le relaver. Donc, on ne peut pas être que technique. Ce n'est pas que du pilotage. C'est aussi de l'usage et de comprendre comment on va adapter les mécanismes à la réalité des gens. Le troisième usage, c'est repenser la fiscalité. C'est important d'avoir une fiscalité. Je suis un fervent défenseur de la fiscalité, mais de la fiscalité juste et surtout de la pédagogie autour de la fiscalité. Je ne sais pas si tout le monde, tous les auditeurs connaissent la différence entre la TICFE, la CSPE, la TICPE, ce que c'est que le CAST, comment il fonctionne. On voit bien que c'est un enjeu fort. Et un des enjeux forts, il est aussi sur la pédagogie autour de la fiscalité et la pédagogie autour de la fiscalité carbone. Pour moi, si on veut réussir la transition énergétique et limiter l'impact des transitions des énergies fossiles, il faut réussir cette fiscalité carbone, on l'appelle, on met tous les noms qu'on veut derrière. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. On connaît l'épisode des Gilets jaunes. Pour moi, les Gilets jaunes, en partie, et pas que en partie, c'est un échec de la pédagogie sur la fiscalité carbone. Et du coup, il faut qu'on travaille dessus, qu'on ait plus de justice, ou moins qu'on ait plus de pédagogie sur cette fiscalité. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens pensent que, encore, la fiscalité électrique sert à financer les ENR. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est la fiscalité sur les produits pétroliers, donc la TICPE, produits pétroliers, qui sert à alimenter le CAST, qui est le compte d'allocation spécifique de transition énergétique, qui lui sert à financer les ENR. Mais voyez, c'est extrêmement complexe, il faut se plonger dans des mécanismes du Sénat, il faut creuser pour comprendre cette fiscalité. Et c'est dommage. Le quatrième sujet, le quatrième chantier pour réussir, c'est vraiment inscrire les ENR, et en particulier la fiscalité, dans la double économie circulaire. Il y a une économie circulaire de l'électricité, c'est important. Il y a aussi une économie circulaire des produits des ENR. Alors moi, je connais plus le photovoltaïque dans ce cadre-là, mais il faudra l'appliquer à tous les sujets. Aujourd'hui, les panneaux, on les utilise, on peut les recycler, on les recycle à 97%, il y a des systèmes en France, mais il est aussi important de pouvoir les réemployer, les réparer. Pourquoi? Ça va être possible parce que quand des panneaux vont atteindre des rendements qui seront inférieurs pour certains types d'investisseurs, mais acceptables pour d'autres, on peut les réutiliser, on les répare, on les reconditionne, on peut couper ça à de l'insertion.
Quand on prend l'exemple d'Envie 44, donc pourquoi demain et pourquoi pas Envie 44, demain ou après-demain, pourrait avoir une filiale transition énergétique pour réemployer ces sujets. Donc, en guise de conclusion, hein, je reprends ma baguette magique. Si je pouvais avoir une baguette magique, j'aimerais bien qu'on ait tout de suite voilà, ces systèmes distribués. On va pouvoir à la fois coupler et avoir de la gouvernance énergétique de proximité. On va pouvoir changer. Et je pense que ça ne se fera pas au détriment des uns ou des autres. On ne peut pas réussir la transition si on la fait contre. On pourrait se dire, ah ouais, mais ça va détruire. Si on fait ça, ça va détruire des pépites industrielles ou des pépites économiques comme peuvent l'être EDF, par exemple. Si je prends le parallèle avec la téléphonie, aujourd'hui, Orange existe toujours. Ça s'appelait France Télécom, ça s'appelait les PTT avant. Au moment des PTT, on avait un réseau filaire. Aujourd'hui, plus personne n'a de réseau filaire comme on l'avait à l'époque. Et pourtant, Orange, c'est toujours 150 000 employés dans le monde. Donc, cette transition, elle ne se fait pas contre des grands, contre des petits, mais il faut qu'elle se fasse avec tout le monde. Et je pense qu'il faut qu'on soit fort et actif dans nos sociétés. On a tous les actifs, toutes les compétences pour réussir ça. Sinon, je pense qu'il y a des opérateurs qui le feront à notre place. Voilà, si vous me disiez la place en ce moment, il y a plein de gens qui se posent des questions sur l'hégémonie d'Amazon dans des systèmes, dans des moments comme eux, qui sont des moments de crise très particuliers. Ça serait dommage de laisser la place à ces GAFA sur l'énergie qui doit être un bien commun. Et on a la chance d'avoir ce réseau de distribution qui doit être la première étape. Et il faut qu'on arrive à faire ces réseaux distribués d'échange d'énergie et de facturation. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Alors, on va passer aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet questions-réponses. Alors, Monsieur Ducasse, la première question, c'est se baser sur les 3 piliers dont l'économie pour envisager une transition est un modèle. Avez-vous eu vent d'autres modèles comme celui de Kate Raworth, dit du Donut, qui se place avant tout sur le social et l'environnemental? Alors, non. Non. Alors moi, je suis pas un académique, hein, donc j'ai malheureusement pas le temps de beaucoup lire, à mon grand désespoir, je vous l'avoue. Mais moi, je pense que sur le développement, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de développement social et environnemental s'il n'y a pas de développement économique. Ce n'est pas la croissance à tout va, c'est pas mon objectif, mais c'est plutôt une meilleure répartition, une meilleure intelligence dans les 3 piliers. Donc, j'essaierai de regarder ça, mais j'ai pas travaillé sur ce sujet-là. Très bien, merci. Alors, ensuite, bonjour et merci pour votre exposé. Dans les enjeux clés, le premier, c'est la réduction de consommation. Comment concrètement pensez-vous qu'il sera encore possible de garder une croissance économique tout en consommant moins d'énergie, en étant incité à acheter moins, à s'alimenter mieux? Je vais prendre l'exemple de le dernier sujet de s'alimenter mieux. Je prends souvent ces exemples, hein, je prends ces images, mais si on s'alimente mieux, ça va nous coûter, ça peut coûter le même prix, mais on va en acheter moins. On va acheter moins, ça va nous coûter le même prix. Donc, en termes de développement économique, on va acheter moins de produits, mais pourtant, la retombée économique pour le producteur, elle peut être la même. Et si on est dans un système où on a un producteur, un acheteur, un grossiste, un distributeur, un vendeur de détail, on va répartir la valeur sur ces sujets-là. Si on a un lien direct entre le producteur et le consommateur, le partage ne va pas être le même. Donc, du coup, peut-être que le producteur, il va gagner plus.
Pourtant, moi le premier, je ne vais pas avoir le temps d'aller faire le tour de tous les producteurs pour optimiser mon circuit de distribution. Donc, j'ai besoin d'aller aussi dans la grande distribution, sur les marchés, quand ça ouvrira. Et du coup, on ne va pas impacter ça, on va vendre différemment. Après, sur l'énergie, clairement, il y a un sujet, il y a des secteurs où qui vont être en récession. Clairement, l'exploration pétrolière, l'exploration, le traitement des produits pétroliers, c'est des emplois qui sont voués à disparaître. Mais on a des secteurs économiques qui ont disparu et pourtant on arrive à poursuivre des activités économiques. Donc pour moi, c'est pas indissociable de réduire les consommations tout en continuant un développement économique. Mais voilà, l'objectif, ce n'est pas de faire de la croissance pour faire de la croissance, c'est de faire de la réduction des consommations qui est appuyée sur une croissance économique. Merci pour votre réponse. Question suivante. Donc, bonjour, pour les réseaux distribués, je comprends qu'il est intéressant de multiplier les petites centrales. Est-ce compatible avec la lutte contre la rareté des ressources, autre enjeu de la transition énergétique? Alors, oui, c'est un des enjeux. Quand je parlais de réduction des consommations, c'est la réduction des matières premières. C'est pour ça qu'il faut inscrire les ENR dans l'économie circulaire dès le début. En fait, on n'a pas encore de problème de ressources. Je prends l'exemple du photovoltaïque que je connais. On ne les a pas encore, ces problèmes-là de ressources. On les aura dans quelques dizaines d'années. Mais si on pense tout de suite les mécanismes en intégrant ces systèmes-là d'utilisation des ressources, on va être prêt quand on aura le moment. Et ensuite, sur la multiplication des petites centrales, si on fait 10 petites centrales ou une grande centrale, globalement, on va consommer presque les mêmes ressources. Donc, le fait que ce soit des petites centrales ne va pas augmenter la consommation de ressources. Mais par contre, ça va augmenter le choix d'avoir une gouvernance plus proche. Très bien, merci. Alors, question suivante. Que pensez-vous des garanties d'origine? Pensez-vous qu'elles peuvent devenir suffisamment chères pour réellement aider au développement des énergies renouvelables? Aujourd'hui, son impact est minime, voire inexistant. Alors, c'est un gros sujet, les garanties d'origine. C'est un gros sujet complexe. Ce qu'il faut comprendre pour les garanties d'origine, c'est qu'une garantie d'origine, qu'est-ce que c'est? C'est quand on produit de l'électricité renouvelable, on produit un électron et on produit une garantie d'origine qui dit « j'ai produit de l'électricité renouvelable ». Et du coup, le producteur, il a deux choix. Soit il vend sa garantie d'origine, soit et son électron de manière différente, soit il vend les deux en même temps. Et du coup, c'est deux choix différents. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des pays, en particulier les pays scandinaves, où il y a beaucoup de production hydraulique, beaucoup de production ANR, et du coup, les consommateurs, ils s'en fichent des garanties d'origine parce qu'ils savent que c'est du renouvelable. Donc du coup, on a plein de fournisseurs d'électricité suédois qui vendent leur électron à leurs consommateurs et qui vendent des garanties d'origine décorrélées des électrons. Et du coup, on a d'autres opérateurs qui achètent ces garanties d'origine-là et qui achètent de l'électricité pas chère, d'où elle vient, de production carbonée, et qui matchent les deux. Et en fait, le problème de la garantie d'origine, ça peut, dans ce mécanisme-là, un peu pas détourné, mais optimisé, je dirais, ça ne favorise pas le développement des ENR. Donc, et c'est un mécanisme européen aussi, les garanties d'origine. Donc, on est très loin du producteur et du consommateur. Si on a des réseaux distribués, qu'on a de la proximité, on n'a même pas besoin de garantie d'origine parce qu'on aura de la garantie de proximité. Moi, j'appelle ça les garanties de proximité, où je sais que ce que je consomme, c'est mon outil de production, pas qu'à moi, mais à ma communauté. Et du coup, je choisis ce que je veux
je le choisis. Donc, les garanties d'origine, c'est un outil. Moi, je pense que les garanties de proximité, c'est un outil encore plus puissant. Très bien, merci beaucoup. La question suivante. Les normes thermiques pour les nouveaux bâtiments publics semblent plafonner le recours aux énergies renouvelables. En particulier, on nous oppose le fait que trop de photovoltaïques vont permettre aux maîtres d'œuvre de réduire la performance thermique du bâtiment et donc l'effort de sobriété. Comment contourner ce frein à la valorisation optimale des toitures? Alors, c'est des gros sujets, hein, les normes thermiques dans le bâtiment. C'est clair que c'est une complexité, de savoir comment on va pouvoir trouver l'adéquation en fait entre la performance thermique et la production, et comment est-ce que dans la performance d'un bâtiment on intègre la production locale ou pas. C'est des vrais sujets. Alors, est-ce que j'ai pas forcément la bonne réponse, mais c'est un vrai sujet. Après, ce qu'il faut voir, ce qui est important quand on produit, quel que soit le moyen de production, on est sensibilisé à sa consommation. Pourquoi? Parce que on sait quand est-ce qu'on produit, on sait quand est-ce qu'on consomme, et on sait que si on consomme quand on ne produit pas, on fait appel à d'autres mécanismes. Et du coup, on est beaucoup plus sensibilisé. Alors, je n'ai pas d'études sociologiques pour m'appuyer dessus, mais moi, je peux vous faire part de mon expérience. Moi, clairement, aujourd'hui, j'ai un système, mon système de production de chauffage, c'est du solaire. Quand je produis, je sais que je peux consommer. Et quand je consomme qu'il n'y a pas de solaire, eh ben, je fais plus attention, donc encore plus attention. Donc, je vais plus fermer mes fenêtres tôt le soir. Donc, je suis sensibilisé à ma réduction de consommation parce que je suis producteur d'énergie. Et ça, c'est un vrai sujet. Et un sujet qui n'est pas vu dans les normes techniques et qui est très, très compliqué à mettre en œuvre, c'est comment j'intègre l'usage à ma réglementation environnementale. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Parce que quand on atteint des bâtiments RT 2012 où on a des systèmes qui sont techniquement très performants, mais on a les gens qui sont obligés d'ouvrir les fenêtres parce qu'ils font trop chaud l'été, et du coup, ils n'utilisent pas. Enfin, le bâtiment n'est pas à sa pleine capacité par l'usage. C'est un vrai sujet important. Donc, c'est très compliqué la réglementation thermique et environnementale. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à intégrer plus les usagers et l'usage dedans. Ça fait partie par la production. Il faut l'appliquer. Et l'autre point, c'est qu'il faut aussi avoir une réglementation sur la rénovation et pas que sur la construction. C'est 1% le parc neuf de la rénovation. Donc là, il faudra 100 ans pour changer le parc. Donc il faut qu'on soit aussi fort sur les sujets. C'est des sujets qu'on travaille avec nos voisins de Novabuild et d'Atlansen sur la massification du patrimoine. Très bien, merci. Alors, question suivante. Comment l'autoconsommation collective permettrait de réduire la consommation énergétique? Pour moi, en multipliant le nombre de sites de production tout en conservant les modes de production actuels, centrales nucléaires par exemple, on ne peut qu'augmenter la production et donc certainement la consommation. Alors, comment on peut réduire la consommation en rajoutant de la production? C'est une question qui est justifiée. Quand on fait de l'autoconsommation collective, la première étape, c'est de connaître sa consommation, d'accord, et son profil de consommation. Mais clairement, c'est la première étape pour réduire sa consommation. Je fais un exemple, par exemple, quand on fait des enregistrements de courbes de Charles, et on se rend compte, par exemple, les gens se rendent compte que les bâtiments, ils consomment beaucoup la nuit, beaucoup le week-end. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on a une gestion de son bâtiment qui est pas bien réglée. Donc du coup, on chauffe le week-end,
On a des gens qui laissent des équipements techniques allumés, des écrans des ordinateurs portables qui les laissent branchés. Alors, c'est des consommations peut-être minimales, mais on va enclencher tout ça. Et donc, du coup, on peut avoir des réflexions sur sa consommation. Bon, vous allez me dire, on pourrait les faire sans installer de production. Mais au moins, la démarche de l'autoconsommation collective va pousser à cette réflexion et à changer ses usages. Après, clairement, aujourd'hui, quand on parle de production, de conserver les modes de production actuels, le parc électronucléaire, ce n'est pas un sujet de fond, pas une question de fond que je vais apporter, mais tout équipement technique a une durée de vie. Donc, à un moment, il va falloir renouveler notre parc de production. Et c'est là où on a deux choix. C'est est-ce qu'on fait une production décidée par le gouvernement, gouvernance centralisée qui impose un choix de production, quel qu'il soit, il pourrait être centralisé ou décentralisé, ou on se dit, ben non, on a le choix et on peut dire, ben voilà, il y en a qui préfèrent des modèles distribués parce qu'ils préfèrent de l'économie, et bien que l'économie du nucléaire est à discuter. Je ne suis pas un expert et je ne rentrerai pas dans le débat sur les chiffres du pilotage, énergie pilotée versus énergie pas pilotée versus linéaire. Moi, l'enjeu pour moi, il n'est pas là. Il est vraiment sur le fait de laisser aux gens la gouvernance de leur choix. Si les gens disent, eh ben, nous, on veut du nucléaire parce que c'est comme ça, il faut laisser au choix le gens. Mais il est là l'enjeu, il est de laisser ce choix aux gens. Très bien, d'accord, merci. Alors, question suivante. Décentraliser la production électrique apporte certes plus de résilience, mais comment régler les problèmes de coûts réputés plus élevés que pour un réseau plus centralisé, ainsi que celui des matériaux nécessaires pour construire une multitude de centrales de production photovoltaïque, éolienne, etc. Alors, je dirais que la réponse est dans la question, hein. Réputé. Réputé, je vous remercie pour cette question et la formulation. Aujourd'hui, clairement, on a une difficulté de pédagogie sur l'énergie. On est quand même dans un système qui est pas opaque, mais qui n'est pas assez transparent. Aujourd'hui, voilà, est-ce que vous pouvez me dire clairement à quel coût de production l'EPR de Flamanville va fonctionner? On ne sait pas. On sait pas. Le coût des ENR, on les connaît. Après qu'il soit trop élevé, il est trop élevé par rapport à une référence. Il baisse. Il baisse. Et aujourd'hui, on arrive à des systèmes de coûts de production qui sont de toute manière difficilement comparables parce que on n'a pas les mêmes natures de production énergétique entre une production pilotable et une production non pilotable. Mais on peut avoir, je pense, des solutions techniques ou des solutions d'usage pour faire en sorte que ces énergies prédictives et certes intermittentes soient au maximum pilotables. Parce qu'il y a quand même une grosse partie de la consommation qui est pilotable. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire d'avoir une consommation mieux pilotée, ce n'est pas une solution? J'en sais rien, mais je pense que ça fait partie de la solution. Et pour les matériaux, je pense qu'on en a déjà parlé. Je pense qu'il faut qu'on rentre tout de suite dans une économie circulaire. Je vous rappelle quand même que le principal équipement d'un panneau photovoltaïque, c'est du silicium, c'est du sable, qui est un élément quand même qui est présent sur Terre à grande échelle. Et il faut aussi rappeler que dans un module photovoltaïque, il y a 0 terre rare. Voilà. Je viens de le rappeler. Alors, très bien. Pour faire suite à cette question, donc, c'est une question qui a un rapport. Une TVA à 20,6% sur un bien de première nécessité, est-ce une fiscalité juste pour les ménages précaires? Ben non. Non, c'est clair que ce n'est pas juste. Ce qui est important, c'est qu'il faudrait de la pédagogie, l'expliquer et de l'équité. Ce qu'on pourrait imaginer, alors je ne sais pas si c'est une bonne solution, je ne suis pas un docteur en fiscalité, mais on pourrait très bien dire que l'électricité,
il y en a une partie qui est en première nécessité. L'électricité que vous utilisez pour votre chauffage, pour votre frigo, pour votre congélateur, c'est de la première nécessité. L'électricité que vous utilisez pour votre troisième télé, pour votre deuxième ordinateur, pour votre sèche-linge, ce n'est pas de la première nécessité. Et l'électricité que vous utilisez pour votre piscine, eh ben, c'est du luxe. Donc, on pourrait avoir une fiscalité qui soit dépendante de l'électricité que vous composez. La difficulté, c'est que comment faire la différence entre quelqu'un qui consomme 40 000 kWh par an parce qu'il est en précarité énergétique, parce qu'il est dans un logement et qu'il est obligé de se chauffer, il n'a pas le choix, ou quelqu'un qui consomme 40 000 kWh parce qu'il a les moyens, il a une piscine, une maison qui consomme très peu et les 40 000 kWh vont dans la piscine. Donc, c'est extrêmement compliqué, mais ce n'est pas parce que c'est compliqué ou complexe qu'il ne faut pas juger. Et je pense que l'aspect de la TVA sur l'électricité est un vrai sujet. D'accord, merci beaucoup. Question suivante. Le coût carbone, y compris production des panneaux et de leur recyclage, de la production d'électricité solaire, est-il compétitif par rapport à celui du nucléaire? La production d'électricité nucléaire est-elle compatible à un réseau distribué? Alors, il y a deux questions. J'ai envie de ne pas répondre à la première. J'ai envie de ne pas répondre à la première. Pourquoi? Parce que c'est comparer les choux et les carottes. Comparer le coût carbone d'une énergie pilotée et d'une énergie pilotable et d'une énergie pas pilotable, c'est pas différent. C'est pas juste en fait. Là où il y a un vrai impact, c'est si on décarbone les produits pétroliers. Aujourd'hui, le mix énergétique français, il est très peu carboné. Il y a des études qui sont faites sur l'intégration des ENR qui réduisent encore ce coût carbone. Et quand on réduit un peu quelque chose qui est peu carboné, ça a peu d'impact. Par contre, si vous transformez votre voiture en voiture électrique, là, vous avez un gros impact sur la production, sur la baisse des gaz à effet de serre. Et donc, du coup, c'est là où, et c'est pour ça que je parlais d'intégrer tous les usages, qu'il y a du vrai sujet. Donc, au lieu d'opposer les énergies de production d'énergie sur le coût carbone, on ferait mieux de tous ensemble de travailler à la bataille, et je pense qu'on peut le dire, de la mobilité décarbonée ou des mobilités décarbonées, parce qu'il y en a plusieurs. Et la production d'électricité nucléaire est-elle compatible avec un réseau distribué? Quand on voit le coût d'investissement qui est nécessaire à une centrale nucléaire, quand on voit le nucléaire de Flamanville, je n'ai plus les derniers chiffres, mais on en est à quelques dizaines de milliards. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas mettre 1 milliard d'euros sur la table. Donc, je ne peux pas avoir 20% d'une centrale nucléaire, ça ne servira à rien. Mais même, je ne peux pas avoir un millier ou un millionième d'une centrale nucléaire. Donc, plus on a des réseaux gros, et ce n'est pas une question des centrales, des unités de production, ce n'est pas un sujet du nucléaire, c'est un sujet de la taille. Si aujourd'hui, on a une centrale solaire qui fait 100 gigas de puissance, pour moi, c'est incompatible avec les réseaux distribués. C'est ce que j'ai évoqué en introduction là, sur la centrale en Australie. Donc, pour moi, les grosses unités de production, et le nucléaire a cette contrainte qui est qu'on ne peut pas faire de petites centrales nucléaires. Vous n'allez pas faire une centrale nucléaire d'1 kilo. Et ben, du coup, c'est pour ça que c'est difficilement compatible avec un réseau distribué. Très bien, merci. Alors, on voit une augmentation des articles de presse contre les énergies renouvelables en raison des impacts écologiques comme le béton non retiré du sol ou l'empreinte carbone et une mise en avant du nucléaire. Avez-vous ressenti ce problème d'acceptation sur le terrain? Quel message feriez-vous passer à ces détracteurs? Alors, pour moi, je trouve qu'il y en a moins des articles de presse, qu'il n'y en a eu à une époque. Après, ce
que j'ai envie de dire, alors, c'est de faire de la pédagogie sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et deux, la réponse pour moi, c'est l'implication. Quand on embarque les gens dans la transition énergétique, qu'ils en deviennent acteurs, ben, ils s'intéressent, ils travaillent, ils creusent plus profondément. Et du coup, ben, on arrive sur des sujets qui sont plus, voilà, qui sont moins partisans. Et on va pouvoir plus simplement ancrer la transition énergétique sur les territoires et partager la valeur qui est créée. Merci. Vous dites qu'une adaptation de la consommation selon les fluctuations de production des énergies renouvelables est nécessaire. Comment s'y prendre dans notre société qui fonctionne aujourd'hui de façon inverse? Adaptation de la production selon la consommation. Pour le lave-vaisselle, cela semble possible et assez simple, mais pour d'autres usages plus importants, les transports, le chauffage, l'éclairage ou les data centers, cela semble plus compliqué. Alors, je suis bien d'accord. Ça ne va pas s'adapter à tous les usages. Mais je vais prendre quelques exemples qui sont cités dans la question. Les data centers, d'accord. Aujourd'hui, ben on fait tourner les. Alors, moi, j'ai un profil système d'information. Hein, donc, aujourd'hui, hier, on faisait tourner les algorithmes, tourner les batchs la nuit aussi parce que ça coûte moins cher. On avait moins besoin de ressources machines. Mais si aujourd'hui, on a plus de ressources machines et qu'on optimise la consommation, pourquoi pas faire tourner ces batchs sur la pause entre midi et 2? On va avoir moins de sujets où la consommation va être moins chère. Pour les transports, par exemple, les transports, moi j'avais un véhicule électrique les 3 dernières années. J'avais pas le choix. Je me chargeais la nuit en dehors de la période de pointe. J'amenais mon véhicule de mon lieu d'habitation à mon lieu de travail. Il restait toute la journée sur mon lieu de travail pas branché parce qu'il n'y avait pas de solution de recharge. Après, je le ramenais chez moi et puis je recharge. Ben, imaginons que je puisse me recharger et je puisse profiter de la production entre midi et 14 heures, cette production. Du coup, on déplace les usages. Donc, on a plein d'exemples. Sur l'éclairage, c'est clair, c'est plus compliqué avec du solaire, hein, parce qu'on va avoir du mal à produire en même temps. Et je ne crois pas du tout on produit du solaire de l'autre côté de la Terre pour alimenter l'autre côté. Hein, vous l'avez bien compris. Mais par exemple, le chauffage, on peut préchauffer de l'eau, on peut stocker de l'eau. Il y a plein de systèmes de stockage qui existent. Hein. Il n'y a pas que d'électrochimique, mais on peut très bien aussi produire du chauffage et coupler. Aujourd'hui, est-ce que le meilleur moyen de chauffage, c'est le vecteur électrique? Je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres vecteurs. Il y a peut-être du bois, peut-être de la chaleur. Alors, il n'y aura pas des réseaux de chaleur partout. Donc, il faut coupler et la solution, elle sera multiple de toute façon. Bien, merci. Une autre question. Est-on réellement très éloigné des moyens de production? En effet, 2/3 de la population française vit à moins de 70 km d'une centrale. Ne serait-ce pas plutôt un manque d'information, un désintérêt, un manque de pédagogie sur l'importance de l'électricité et les moyens de production? On pourrait aussi imaginer des visites des centrales nucléaires. Alors, je suis 100% d'accord avec ça. On est en proximité des centrales de production. Je pense qu'il y a 100% de la population française qui vit à moins de 10 km d'une centrale ENR. Je n'ai pas les chiffres, hein, presque caricatural, mais je pense qu'il y a un vrai sujet, Et pointer exactement ça, c'est alors manque d'information, désintérêt, manque de pédagogie, c'est un peu de tout, hein, je pense, mais aujourd'hui, combien de personnes regardent leur facture d'électricité chez les citoyens, hein, où la paye juste comme si c'était un impôt, une taxe foncière, une taxe d'habitation. Voilà. On pourrait presque imaginer, en caricaturant, que c'est une taxe, et puis je consomme, et puis de toute façon, je peux rien y faire. Donc, mais aujourd'hui, est-ce que vous prenez une facture, vous regardez les 3 briques, hein, le vert, le bleu, le bleu, le vert, le jaune de la fourniture, réseau et fiscalité. C'est extrêmement compliqué à comprendre, à reconstruire.
la fiscalité n'est pas la même. Donc, oui, il y a un manque, il y a un désintérêt, et je pense qu'il est dû à un manque de pédagogie et à un manque d'information. Les gens ne sont pas fondamentalement désintéressés. Mais vu qu'ils ne sont pas impliqués, eh bien, ils ne sont pas désintéressés. Et si on les implique, on les intéresse, et du coup, c'est plus simple de leur faire passer de l'information, et c'est plus simple de travailler la pédagogie. Merci. Alors, nouvelle question. Quels sont les leviers, freins pour faire émerger davantage de projets de communautés autoconsommatrices? Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs freins. Le premier frein, je dirais, il est économique. Aujourd'hui, la parité marché que j'évoquais tout à l'heure sur les centrales photovoltaïques, elle est assez compliquée à trouver. C'est-à-dire qu'on produit à un coût élevé, trop élevé pour arriver à des systèmes équilibrés. Et quand on fait des modèles économiques, on se projette sur l'avenir. Donc, on prend des hypothèses d'augmentation du coût d'électricité. Donc, il y a un risque, comme dans tout secteur économique. Voilà. Après, pourquoi on est arrivé à ce coût de production élevé? Aujourd'hui, le législateur a dit, et les législateurs a dit, on limite l'autoconsommation collective au réseau basse tension, à la plus petite maille du réseau. Donc, ça veut dire que les grosses unités de production, donc des choses qui font plus de 250 kg, sont pas éligibles. 250 kg, ça fait 2500 mètres carrés, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Donc, on est quand même sur des unités de production qui sont quand même, ma foi assez raisonnables. Et du coup, le consommateur, excusez-moi, voilà, on n'a pas le droit d'avoir ces centrales de cette taille. Je me suis trompé, c'est 1250, c'est la moitié. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'utiliser ces unités de production. Et dans le solaire, le coût se réduit quand on augmente la taille des installations. Donc, on n'arrive pas à avoir de la performance économique en termes d'investissement. Et le sujet, c'est que le législateur a dit il faut qu'il y ait une personne morale organisatrice, donc il faut qu'il y ait une structure chapeau qui gère ces échanges. Et du coup, dès qu'on met une structure complémentaire, ça fait des coûts, c'est complexe, donc il y a une complexité à mettre en place. Donc du coup, c'est aussi un des freins, et on travaille, il y avait ce matin en parallèle un petit déjeuner, je pense Smile, sur ces sujets-là, un projet où au niveau des régions, on travaille à simplifier ça pour baisser le coût d'exploitation et ainsi rendre les systèmes plus compétitifs. Et il y a deux opérateurs, il y a deux acteurs qu'il faut remercier dans ces sujets-là. Il y a les collectivités qui jouent le jeu de défricher le terrain parce que elles testent ces modèles-là sans avoir de modèle économique. Et il y a Enedis aussi qui travaille avec nous justement pour faciliter. Et c'est vrai qu'on a une équipe d'Enedis en Pays de la Loire et en Bretagne qui est impliquée dans Smile, et ça nous permet d'avancer sur les sujets de défrichage. D'accord, merci. Alors, question suivante. Vous n'avez pas parlé des mécanismes de stockage. Est-ce que c'est une partie de votre modèle? Alors, le stockage pourrait faire partie du modèle. Pour moi, aujourd'hui, le meilleur moyen de stockage, c'est le réseau. C'est le réseau. Pourquoi? Parce que le stockage, ça permet de décaler dans le temps, hein, on est d'accord. Le réseau, ça permet de décaler dans l'espace. Et aujourd'hui, si on fait une analyse complémentaire économique entre le réseau et le stockage, on peut très bien comparer les deux sujets. Et aujourd'hui, on connaît le coût du réseau et il est encore inférieur au coût du stockage. Donc, la complexité, c'est qu'il faut trouver des adaptations ou des complémentarités entre plusieurs consommateurs pour adapter ça. Et c'est là où je disais tout à l'heure au début que
faut être inclusif dans la transition énergétique, il faut coupler les usages. Par exemple, si je prends une usine qui travaille du lundi au vendredi et une piscine qui est ouverte, qui a plus d'activité le samedi et le dimanche, on pourrait se dire, les deux mettent un mécanisme de stockage et puis ils consomment l'énergie, ils stockent l'énergie quand ils ne consomment pas et puis ils réutilisent cette énergie quand ils consomment. À la place, on peut dire, de toute façon, les deux sont reliés par le réseau, donc autant qu'ils échangent l'énergie l'un à l'autre et en même temps, ça permet de limiter la consommation de ressources pour du stockage. Ensuite, je pense qu'il y aura quand même des solutions de stockage, en particulier pour le réseau, pour le stabiliser. Mais je pense que ça sera des petits outils de production de stockage. Très bien, merci. Alors, question suivante. Quand est-ce qu'on commence à avoir un retour sur investissement pour les panneaux solaires, je suppose? Aujourd'hui, les grandes, ça dépend des sujets, hein, ça dépend des sujets, mais l'ordre d'idée qu'on peut avoir, c'est de se dire, les panneaux, aujourd'hui, ils durent environ 30 ans. Au bout de 30 ans, la puissance baisse. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les fabricants garantissent une production de 85% à 25 ans. Donc ça, c'est un sujet. Les contrats d'achat, aujourd'hui, ils durent 20 ans, donc on est stabilisé. Et la durée de retour sur investissement, elle est grosso modo entre... D'accord ? Donc, on arrive à des mécanismes qui sont équilibrés. Donc, on pourrait très bien dire, tiens, moi, mon panneau, il va durer 30 ans. Je pourrais avoir une performance à 10 ans en vendant sur les marchés, en faisant une centrale au sol ou une douzaine d'années, avec des modules chinois, avec des travailleurs détachés, parce que j'ai besoin d'atteindre un prix extrêmement bas. Ça, c'est une solution. L'autre solution, c'est de se dire, moi, je sais que mon panneau, il va vivre 35 ans. Je sais que moi, dans 15 ans, je consommerai de l'énergie. Dans 35 ans, j'espère encore. Moi, je m'en fiche. Je préfère avoir un retour sur investissement de 15, 16, 17 ans. Mais je prends des produits français, je prends une filière industrielle française. Et on a une filière industrielle française. On a une unité de production, d'assemblage de modules à Carquefou, Sistovi du groupe SETI. Voilà, je pourrais avoir ça. Ce qu'il faut voir, c'est que dans une centrale, hein, le module, c'est entre 30% et la moitié du coût de la centrale. Et donc, je pourrais très bien dire, voilà, j'accepte, je choisis de réduire mon retour sur investissement et du coup, je fais travailler l'emploi local. En fait, j'ai le choix. Aujourd'hui, si vous voulez faire une centrale au sol avec des modules français, c'est excessivement compliqué parce qu'il n'y a que la performance économique qui est en jeu. Et c'est pour ça que moi, je lutte ou je me bats ou je souhaite, j'appelle de mes voeux le développement de ces réseaux distribués pour justement laisser le choix aux gens. D'accord, merci. Alors, concernant l'autoconsommation collective, existe-t-il des sociétés spécialisées pour la promotion, l'installation et la gestion de ces points de production? Quelle est l'implication demandée aux habitants? Alors, des sociétés spécialisées dans la promotion, je ne suis pas sûr qu'il y ait des sociétés qui fassent que de la promotion, hein, c'est plutôt notre rôle à nous. Donc nous, on intervient plutôt en phase de promotion. Sur l'aspect conception, il y a clairement des bureaux d'études qui se spécialisent dans l'autoconsommation, à la fois sur le volet je dirais, stratégie énergétique et après sur l'aspect technique, de mesure, adéquation de la production, conception technique des bâtiments. L'installation des panneaux en autoconsommation collective, techniquement, ça n'a aucune différence entre le mode de valorisation n'a aucune différence sur la solution technique. C'est exactement les mêmes équipements techniques que l'on fasse de la vente de l'autoconsommation individuelle ou de l'autoconsommation collective. Si vous faites de la vente de surplus, vous avez un Linky. Si vous faites de l'autoconsommation collective, il vous faut un Linky aussi. C'est exactement le même équipement.
Et l'implication demandée aux habitants ou aux participants, de toute façon, elle est obligatoire. Elle est obligatoire qu'ils soient impliqués pour participer à la démarche. Par contre, on ne peut pas imposer aux gens de participer à une opération d'autoconsommation collective. C'est vraiment important. Il y a un des fondements du système énergétique, c'est le libre choix du fournisseur. Donc, vous pouvez très bien dire, moi, je participe à une opération d'autoconsommation collective parce que ça m'intéresse, et votre voisin de dire, ah non, moi, ça ne m'intéresse pas. Et si vous déménagez et que vous partez de l'opération et que la personne qui habite dans vos logements après n'est pas intéressée, le porteur de l'opération ne peut pas vous imposer de prendre l'autoconsommation collective. C'est là où c'est intéressant, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, on a le choix. Très bien, merci. Alors, comment incluez-vous dans votre réflexion le futur déploiement de production EMR type éolien offshore qui devrait être déployé en grande partie proche de consommateurs localisés dans des zones ayant un déficit de production-consommation et avec des volumes de plusieurs gigawatts? Alors, c'est un sujet compliqué, les EMR, sur ce volet-là. Sur d'autres sujets, c'est compliqué. Mais pourquoi? Parce que les EMR, ils vont être en proximité. Ils vont être en proximité physique des gens. Mais est-ce qu'ils vont être en proximité de gouvernance? Et c'est la question qui a été évoquée tout à l'heure sur les gens sont proches des centrales. Mais oui, les gens vont être proches des unités de production EMR. Mais est-ce qu'ils vont être impliqués? Et sur les premiers parcs, c'est vraiment compliqué d'avoir de l'implication parce que voilà, il faut des entrepreneurs, on en parlait tout à l'heure, il faut se lancer et ça demande des capacités d'investissement extrêmement fortes que les entreprises peuvent avoir ça en s'appuyant sur des financements publics. Donc aujourd'hui, par contre, les parcs suivants, je pense que c'est un enjeu majeur pour l'acceptabilité, pour l'implication globale. Pas qu'on ouvre un petit bout de financement parce que ça fait bien aux citoyens. Non, c'est qu'on se dise, bah, tiens, comment je vais impliquer toutes mes parties prenantes dans la gouvernance de mon projet. C'est-à-dire, quelle techno je vais mettre, quel sujet je vais mettre, comment je vais coupler. Par exemple, on peut imaginer un sujet, si je décline, hein, mais on prend les EMR, on fait de la production d'hydrogène offshore et les pêcheurs peuvent s'avitailler en offshore avec de l'hydrogène parce qu'ils ont des bateaux à hydrogène et ils sont aussi impliqués dans la production, ils ont investi dans le parc. Là, l'acceptation, ben oui, le pêcheur, les pêcheurs, ils sont impliqués. Je ne dis pas que c'est possible, je ne suis pas un expert des EMR, et très loin de là, mais voilà, on peut décliner plein de sujets, mais le vrai sujet, il n'est pas sur la proximité géographique, hein, c'est ça qui est important, c'est la proximité de gouvernance. Il faut partager la gouvernance. Très bien. Une question fiscale. Vous dites que les taxes sur la consommation électrique ne financent plus les ENR, pardon, mais il me semblait que le CAST était alimenté entre autres par la CSPE. Comment est utilisée la CSPE aujourd'hui? Eh bien, très bonne question, je vous remercie de la poser. Ben, j'en sais rien. On ne sait pas. On ne sait pas comment utiliser la CSPE. Alors moi, je ne le sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sauront répondre à cette question-là. Mais aujourd'hui, les coûts du service public d'électricité ne sont pas couverts par la contribution au service public de l'électricité. C'est assez ambigu, hein. Alors ça a changé récemment, il y a quelques années. Mais aujourd'hui, clairement, on ne sait pas. Et je pense que c'est un vrai sujet, mais qui peut être global, pas à la fiscalité énergétique, à toute la fiscalité. Je pense qu'il y a un gros travail au niveau de l'État sur expliquer et faire comprendre la fiscalité. Moi, ça ne me dérange pas de payer la CSPE. Je trouve ça normal de payer des impôts, je trouve ça normal d'avoir de la fiscalité. Par contre, j'aimerais qu'on me dise à quoi ça sert. Et aujourd'hui, alors, on doit pouvoir le trouver, on doit pouvoir le demander, mais je trouve que c'est compliqué.
c'est compliqué d'avoir ces informations-là. Donc, il faut déjà être sensibilisé, avoir du temps, aller chercher. Et ça, c'est dommage. Merci. Est-il bénéfique de continuer la recherche et développement de nouvelles énergies renouvelables, ENR marine, géothermie, biomasse, travail avec l'hydrogène, ou vaut-il mieux nous focaliser à la redistribution et consommation responsable des ressources que l'on connaît déjà? Je pense que la solution, elle est partout. Elle est partout et elle est devant nous. Aujourd'hui, il faut faire coupler les usages de production et les usages de consommation. Et les usages de consommation de demain, on ne les a pas. On les a pas. Il y a 10 ans, la voiture électrique généralisée, c'était pas envisageable. Aujourd'hui, ça l'est. Les trottinettes électriques, c'était des jouets pour enfants il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un moyen de mobilité. Donc, je pense qu'il ne faut pas présupposer des usages de demain. Et donc, je pense qu'il ne faut pas présupposer des usages de production de demain aussi. Donc, je pense qu'il faut travailler, il faut poursuivre l'innovation et il faut poursuivre l'accompagnement. Et quand on fait si on libère l'économie sur les réseaux, par exemple, si on dit, bah, tiens, demain ou après-demain, j'ai plus besoin de mécanismes de soutien sur le photovoltaïque parce que ça atteint une maturité économique nécessaire, bah, l'État peut dire, bah ouais, tiens, bah, cet argent que je ne dépense plus, que je n'investis plus dans l'énergie solaire, bah, je peux la mettre sur d'autres énergies, sur d'autres sujets. Et donc, je pense que voilà, il faut poursuivre cette innovation pour avoir des énergies de moins en moins impactantes. Très bien. Merci. Alors, pourquoi le solaire thermique, low-tech, peu gourmand en ressources et avec un excellent rendement, est-il si peu développé? Je pense surtout à la production d'eau chaude sanitaire, chauffe-eau solaire placée sur un toit. Alors, c'est une de nos batailles de tous les jours. Hein. Il y a plusieurs sujets qui expliquent ça. Il y a une concurrence économique. Hein. Aujourd'hui, le solaire thermique, c'est en concurrence avec des systèmes de production d'électricité, de chauffage, pardon. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se chauffent encore aux produits pétroliers, gaz fossile ou fuel, et qui ne sont pas chers. Et du coup, c'est encore exacerbé par la crise actuelle où le pétrole a baissé, du coup, on a une difficulté. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est vu qu'on est sur une petite filière, on a un marché qui est limité, et donc du coup, on n'a pas d'effet de masse en termes de taille de marché, pas en termes de taille de centrale, qui permettrait d'avoir ces mécanismes de soutien. Ça, c'est un deuxième sujet. Le troisième sujet, qui est plus compliqué en termes de chaleur, c'est qu'il y a moins de réseaux de chaleur qu'il y a de réseaux d'électricité. Donc, on peut moins facilement avoir des unités connectées en termes d'énergie que dans le réseau, même si ça existe. À Châteaubriand, on a une centrale connectée à un réseau de chaleur. Donc, ça fait partie des sujets. Les réponses, elles sont diverses. Il y en a une que je connais, sur lesquelles on a vu. Il y a des pays qui ont réussi à développer très fortement le solaire thermique sur les réseaux de chaleur pour la production d'électricité. Et donc, c'est les pays scandinaves. Et ces pays, en conditions nécessaires à ce développement, ils ont tous une taxe carbone forte. Ils ont tous une taxe carbone claire, et vous l'avez évoqué dans votre question, hein, le solaire thermique, c'est low-tech, c'est décarboné, c'est un tuyau de cuivre, hein, ni plus ni moins, et une pompe. Voilà. Donc, une des conditions nécessaires à une vraie croissance du solaire thermique, c'est une taxe carbone forte. Et on ne pourrait pas avoir de taxe carbone forte si on n'a pas de pédagogie et de justice sur cette fiscalité. Vous voyez que tout est très lié. Voilà. Donc, c'est vraiment, quand on parle de pédagogie de la fiscalité, on peut avoir aussi des impacts jusqu'au solaire thermique.
la personne qui a posé la question a précisé qu'elle ne parlait pas de réseau de chauffe, qu'elle ne parlait pas de réseau, mais de chauffe-eau solaire individuel. Ouais, alors après, sur l'individuel, une des difficultés sur le solaire thermique individuel, c'est qu'on a des coûts d'installation qui sont élevés pour un poste qui est faible dans la production d'eau chaude sanitaire. Ça reste un poste qui n'est pas important et qui est surtout méconnu. Et je retombe sur ma pédagogie sur l'importance de maîtriser. Aujourd'hui, c'est excessivement compliqué de savoir quelle est la part de tel ou tel usage dans l'énergie. On commence à avoir de l'information chez les fournisseurs, je dirais que ça avance. Et malheureusement, c'est vrai que uniquement un système solaire thermique, alors il existe des systèmes simples, hein, peuvent impacter. Mais du coup, si on augmentait le coût de l'énergie, bah, le coût de l'installation serait négligeable et on aurait beaucoup plus de simplicité à installer ça. Et l'autre sujet, c'est que bah, si on avait un marché qui était développé, bah, on aurait une massification, donc une baisse des coûts de production. Et ce frein-là qui peut exister aujourd'hui n'existerait plus. Très bien, merci. Alors, on va poser une dernière question et après on pourra s'arrêter. Donc, a-t-on une idée des impacts environnementaux sur le cycle de vie entre un réseau centralisé, décentralisé et connecté? Alors, pas encore. Pas encore. Je présume peut-être prendre une thèse chiffre pour répondre à ce sujet-là, mais aujourd'hui, on va avoir des analyses sur les cycles de vie de la production. Faudrait que je me renseigne auprès de mes contacts et d'Enedis. Je ne sais pas s'ils sont là, mais ils peuvent intervenir sur le cycle de vie de la distribution, du réseau de distribution. Ça doit sûrement exister. Moi, je ne me suis pas penché sur ce sujet-là. Et après coupler les deux pour avoir une analyse de cycle de vie de la production. Donc, je pense que c'est pas encore. Ça mériterait d'être étudié. Ce qui est important, hein, c'est de se dire comment je couple mes usages pour réduire ma consommation et donc mon cycle de vie. Typiquement, le réseau de distribution, il est là. Si on se dit, bah, tiens, je vais tirer les câbles à côté, bah, parce que j'ai envie de sortir de cette solidarité et je tire un câble avec mon voisin, bah, je reconsomme de la matière, donc ça n'a pas d'intérêt. Pareil pour le stockage, je dis, bah, tiens, je vais mettre des batteries chez moi pour alimenter mon véhicule électrique, mais est-ce que les batteries de mon véhicule électrique ne pourraient pas alimenter plutôt mon chez moi? Donc voilà, c'est pour ça que la réponse, elle est systémique, mais c'est clair que le cap, c'est cette réduction des gaz à effet de serre. Très bien, merci. Alors, une dernière question, parce que celle-ci nous semble très intéressante à l'équipe. Concrètement, pour mettre en place de l'autoconsommation collective, ma résidence a un terrain disponible pour installer des photos des panneaux solaires. Qui je contacte pour étudier le projet? Est-ce du clé en main? Quel financement existe? Qui est l'exploitant? Alors, qui vous contactez, vous allez sur le site d'Atlanson et puis vous regardez les bureaux d'études qui peuvent vous intéresser. Le financement, c'est au choix des porteurs de projet. C'est là où c'est important. C'est les porteurs de projet qui vont choisir leur modalité de financement. Est-ce que vous voulez faire un prêt? Est-ce que vous voulez tout acheter vous-même? C'est vous qui gouvernez. Au sens premier du terme. Hein, c'est vous qui gouvernez votre projet, c'est vous qui décidez. Donc, vous pilotez. Après, les informations, il y en aura auprès soit des espaces FAIR, soit d'Atlanson si vous êtes des particuliers. Moi, j'accompagne des collectifs de particuliers. Et plus on accompagne, plus on va mutualiser et faire de la bibliographie dessus. Et ceux qui auront des fichiers pourront dupliquer ça. Et après, les entreprises pour faire, vous pouvez les trouver sur les réseaux comme Atlanson. Vous avez des entreprises compétentes à la fois sur les études et la réalisation. Et l'exploitation aussi.
C'est bon? J'ai répondu à toutes vos questions? Oui, là, on a posé l'ensemble des questions. Merci beaucoup, monsieur Ducasse, d'être venu à l'école centrale de Nantes, enfin, pas d'être venu, mais d'être présent aujourd'hui. Ouais, je suis venu. Très bien, voilà. Et donc, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Au plaisir et puis à bientôt.